Let's talk about that moment at the end of the day when you finally slow down and wash it all away. It's not just about cleansing and removing makeup. It's about resetting. And now there's a new way to do it. Ocean Wave Cleanser from Osea is a lightweight biphase cleansing oil formulated with Undaria seaweed that effortlessly dissolves makeup, impurities, and excess oil without stripping your skin. No oily afterfeel, no tightness, just soft, hydrated skin that feels as good as it looks. Take it all off at night and start fresh every single day. Cleansing is the essential first step to great skin. Whether you're double cleansing or just need a one-step refresh, Ocean Wave Cleanser from Osea fits into any routine and supports all skin types, from dry to breakout prone. Wash away the day with Osea's new Ocean Wave Cleanser. Available now at OseaMalibu.com or Ulta.com. Plus, get 10% off your first order site-wide with code OCEAN at OseaMalibu.com. Now more than ever, Lowe's knows you don't just want a low price, you want the lowest price. And with our lowest price guarantee, you can count on us for competitive prices on all your home improvement projects. If you find a qualifying lower price somewhere else on the same item, we'll match it. Lowe's, we help, you save. Price match applies the same item, current price at qualifying retailers. Exclusions and terms apply. Learn how we'll match price at lowes.com/lowest price guarantee. Hello, salut à tous et bienvenue sur un nouveau podcast Touchdown Actu. On poursuit avec les pastilles post-draft, un nouveau jour, une nouvelle équipe. Cette fois-ci, les Tampa Bay Buccaneers, Tonio Ajavon au micro. Et je suis accompagné par Cyprien Delmas qui fait donc son retour sur les pastilles post-draft. Comment ça va, Cyp ? Bah, ça va très bien, Tonio. J'espère que nos auditeurs et auditrices aussi. J'espère que toi aussi. Je t'ai senti un peu mou, là, sur quelques pastilles de draft. Je t'ai senti un petit peu, tu vois, pas assez tranchant. Donc, je suis là pour te redonner un coup de peps. Eh ben écoute, pour ne rien cacher à nos auditeurs, on va être tous les deux pour les 4 prochaines pastilles. Et je crois qu'il y en a quelques-unes sur lesquelles je devrais être un peu plus dur, comme tu le souhaites. Est-ce que ça va être le cas pour Tampa Bay ? On va en parler tout de suite. Avant ça, un récap des choix effectués par les Bucks lors de la draft. Avec leur premier choix, le 19e du premier tour, ils ont sélectionné le receveur d'Ohio State, Emeka Egbuka. Benjamin Morrison, le cornerback de Notre-Dame, au second tour. Au troisième tour, Jacob Parrish, le cornerback de Kansas State. Au quatrième, David Walker, le pass rusher de Central Arkansas. Au cinquième, Elijah Roberts, defensive lineman d'SMU. Et au septième tour, ils ont choisi Tez Johnson, le receveur d'Oregon. Alors, Cyprien, parmi tous ces joueurs, lequel est la meilleure sélection selon toi ? Déjà, juste un petit point. J'aimerais qu'on admire l'esthétisme de cette draft. De receveurs, de cornerbacks, de edge. C'est formidable. Ouais, non, c'est vrai. Il y a une Voilà. certaine symétrie, ouais. Ouais. Et puis la symétrie, bien sûr, appelle à des choses sympas en termes de beauté. Sinon, le meilleur choix, Tonio, pour répondre à ta question, j'ai choisi Benjamin Morrison en tant que meilleur choix parce que, pourquoi? La valeur déjà est excellente, hein, tu vas le récupérer au second tour avec le choix 53. C'est un joueur qui a chuté, il y a des raisons. Il y a une blessure à la hanche qui est quand même assez problématique, on va dire, pour un cornerback. On a vu des cornerbacks revenir de ce genre de blessure, enfin, pas très bien, on va pas se cacher. Lui, il est encore jeune. J'ai vu des vidéos après. Il a fait un workout, donc un entraînement privé avec une vingtaine d'équipes juste avant la draft parce qu'il n'a pas pu participer à tout ce qui est Pro Day, Combine, etc. Ça avait l'air OK. Ça l'a quand même fait chuter. Sinon, après, pourquoi c'est le meilleur? Parce que le meilleur choix, parce que c'est un joueur qui est productif. Depuis ses premières années à Notre-Dame, il a été productif. Notamment, il s'est créé des turnovers, il s'est joué en défense de zone, il s'est joué en défense homme à homme. Il est bon en presse. En fait, il sait tout très bien faire sans sa blessure. Pour moi, c'était un lock du premier tour de la draft. En tout cas, moi, je l'avais évalué en tant que tel, même si, encore une fois, je le répète, il ne faut pas prendre en compte mon évaluation personnelle et notre évaluation personnelle, Tonio, quand on fait ça, je pense. Mais les statistiques sont là. Voilà. 45% de complétion donnée au quarterback adverse, c'est excellent. Et en plus, cerise sur le gâteau, on est quand même sur un micro besoin, le poste de cornerback pour les Bucks. Il n'y a pas des besoins évidents dans l'effectif des Buccaneers. Mais cornerback, tu as notamment Zion McCollum,
qui rentre un peu dans le même moule physique que Benjamin Morrison, mais qui va arriver au terme de son contrat rookie, si je dis pas de bêtises, l'an prochain. Donc, si tu arrives en fait à retrouver son remplaçant directement et qu'il soit meilleur, ben, bravo à eux. Ouais, moi je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur le talent de Benjamin Morrison. J'ai pas grand chose à rajouter, notamment son profil parce que moi c'est vrai qu'on doit pas forcément prendre en compte nos avis personnels, mais moi c'est le type de cornerback que j'adore. Il est fluide, techniquement il est propre. C'est vraiment un joueur élégant à voir jouer. Et effectivement, il met beaucoup ses mains sur les ballons. Ça, c'est une qualité, je pense, que le coaching staff des Bucks était à la recherche. Mais par contre, je suis pas forcément d'accord sur le fait que ce soit la meilleure sélection, justement à cause de cette blessure à la hanche, qui en plus n'est pas sa première, parce qu'en faisant quelques recherches, on se rend compte qu'il a également eu une blessure à la hanche au lycée. Ça fait deux blessures à la hanche pour un cornerback. C'est peut-être le poste où on utilise le plus la rotation du bassin. J'ose espérer que le staff médical de Tampa a fait ses devoirs, comme on dit, et a été plutôt rassuré par ce qu'il en est ressorti. Mais moi, de l'extérieur, ça m'inquiète assez, d'autant que tu as cité McCollum, mais il y a un autre corner chez les Bucks, c'est Jamel Dean, qui lui aussi enchaîne aussi les blessures. Donc, un cornerback blessé, plus ou pour remplacer un autre cornerback qui lui aussi a tendance à se blesser. Ouais, voilà, je suis. Enfin, en fait, pour ne rien te cacher, ne rien cacher à nos auditeurs, j'aurais préféré qu'ils adressent le poste de cornerback avec un autre joueur, mais on aura le temps d'en reparler. Pour moi, la meilleure sélection, ou en tout cas ma préférée, c'est leur toute dernière. C'est Tess Johnson, le receveur d'Oregon, qu'ils ont sélectionné au septième tour. Pourquoi il est descendu si bas? C'est très simple, il est tout petit. C'est vraiment un joueur minuscule à l'échelle. Alors déjà, dans la vie de tous les jours, rencontrer une personne de cette taille, on se dit qu'elle est plutôt petite. À l'échelle de la NFL, c'est carrément un mini-moy. Donc, je comprends totalement que plusieurs équipes l'aient complètement rayé de leur board parce qu'ils se disent qu'il n'aura pas d'avenir dans la ligue. Mais selon moi, ça reste un très bon joueur de foot. Il n'a pas rapetissé depuis sa carrière universitaire. Il faisait la même taille, il faisait le même poids et il faisait quand même des misères à tous les défenseurs. Alors évidemment, en NFL, ce sera un peu plus difficile parce que les joueurs sont un peu plus costauds, un peu plus rapides. Mais moi, j'ai aucun doute sur le fait qu'il ait un rôle dans cette ligue. Simplement parce que quand on le voit jouer, sa taille, on l'oublie très rapidement. D'ailleurs, on la voit quasiment pas. On comprend vite que c'est un joueur plutôt petit, mais c'est pas quelque chose qui choque forcément quand on le voit à l'écran. Et puis sa production parle pour elle-même. Le fait qu'il soit encore disponible au septième tour et qu'il saute sur l'occasion, j'ai trouvé cette sélection pardon, tout à fait pertinente. D'autant que c'est le type de joueur, je pense, s'il n'avait pas été drafté, qui aurait été sollicité par bien 7 ou 8 équipes en tant que joueur non drafté. Donc c'est plutôt bien d'avoir pris les devants. C'est bien d'abord pour ne pas être à la merci du choix du joueur et aussi financièrement parce qu'on sait qu'on peut faire monter les enchères plus facilement quand on est non drafté que quand on est joueur du septième tour. Alors du coup, mauvaise nouvelle pour Tess Johnson, mais très bonne nouvelle pour les Bucks et une bonne sélection à mon avis. Alors, moi, c'est un joueur que j'adore, Tess Johnson. Je l'ai noté, comme beaucoup de joueurs, je l'ai noté très haut. Effectivement, les chiffres du combine sont quand même alarmants. Tonio, tu l'as dit, il est petit. Il est surtout léger. C'est-à-dire que Ouais. on n'a jamais vu quelqu'un d'aussi léger. Il est dans le 0,7% des receveurs les plus légers depuis 1987. Il est en dessous de 70 kilos, hein. Faut bien le comprendre. Ça va être dur, quoi. Je me souviens d'Emmanuel Forbes, bien sûr, que beaucoup avaient pour son poids. Alors, il joue pas le même poste, hein, il joue cornerback, Emmanuel Forbes, donc il doit absorber des coups. Si Tess Johnson arrive à les éviter, ces coups, tout se passera bien pour lui. Et en qualité de receveur, tu peux arriver à éviter des coups. Mais 70 kilos, c'est trop léger. Faut qu'il prenne du gabarit. Ça va prendre un peu de temps. Après, comme tu l'as dit, sinon, excellent joueur. Je l'adore aussi. Ça devient une menace verticale excellente. Voilà, des excellentes mains aussi. Le choix est compréhensible, surtout que c'est un genre de profil, menace verticale, on va dire, qu'ils n'avaient pas forcément, les Buccaneers. Ouais, ouais, ouais. Eh ben écoute, on va enchaîner maintenant sur nos choix un peu plus, qui nous laissent un peu plus sur la réserve, les plus mauvaises sélections selon nous. Je te laisse la parole, Cyprien.
Le choix qui me laisse le plus pantois, Tonio. Non, il n'y a pas de mauvais. Alors déjà, je veux dire, il n'y a pas de mauvais choix dans cette cuvée des Buccaneers. Je trouve qu'il n'y a pas de mauvais choix. Je trouve qu'ils ont pris globalement des bons joueurs. Comme je l'ai dit, ils avaient pas de besoin prégnant. Peut-être un pass rusher, ils en ont pris deux, ils sont complémentaires. Moi, je les adore, ces deux pass rushers. Donc bon, je vais pas en faire l'éloge de suite. Le seul choix qui est dérangeant, c'est peut-être le premier, Egbuka. Non pas que c'est un mauvais joueur, lui aussi un excellent joueur. Mais, mais on peut se demander si un choix du premier tour sur un receveur, c'est un peu surpayé. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ils ont Mike Evans à l'extérieur, parce qu'ils ont Godwin dans le slot, et parce qu'ils ont Jalen McMillan qui a fait une saison rookie tout à fait honorable, même honorable, c'est un euphémisme, il a été très bon. Et tu prends un nouveau receveur, Egbuka, qui joue quand même globalement que dans le slot. Hein. À Ohio State, l'an dernier, c'était 81% du temps dans le slot, donc c'est Ouais. énorme. Il a le profil pour ça, c'est quand même un gros gabarit pour le slot, mais il a d'excellentes mains, il court très bien ses tracés dans le milieu du terrain, il peut attaquer la profondeur lui aussi. Il aime bien avoir des départs sur la ligne d'engagement du ballon qui sont libres, ce qui arrive souvent dans le slot. De là, il arrive très bien à manipuler les défenseurs avec ses routes. Ça va faire un peu embouteillage au port. Voilà, c'est la seule chose qui me fait un peu peur et la seule chose qui me fait tiquer avec ce choix. Surtout, je pense que tu vas en parler, donc je te laisse la primeur de l'argument que peut-être un cornerback était intéressant ici. Bah ouais, ouais, c'est vraiment l'argument numéro un pour moi, parce que je suis donc d'accord avec toi. Pour moi, c'est la sélection qui me laisse le plus pantois, Egbuka. Non pas parce que c'est un mauvais joueur, tu l'as très bien dit, mais il n'y avait pas de besoin criant à ce poste pour les Bucks, à moins qu'ils savent quelque chose qu'ils ne nous disent pas encore. Peut-être sur la santé de Chris Godwin, peut-être sur le fait Ouais. qu'ils comptent pas prolonger Mike Evans l'an prochain, encore que on en a discuté un peu avant d'enregistrer. Il y a peu de chances pour qu'Egbuka joue à l'extérieur, soit un pur receveur X comme les Mike Evans. Donc voilà, ça fait beaucoup de monde au poste de receveur. Alors pourquoi pas, hein, il n'y a jamais trop de talent dans un effectif NFL, mais pour le coup, je pense que le poste de cornerback était un peu plus pressant à renforcer pour les Bucks. Alors ils l'ont fait juste après avec Benjamin Morrison, mais comme je l'ai dit, moi ces blessures m'inquiètent forcément et j'aurais préféré un Will Johnson par exemple qui était disponible ou même un J.D. Barron que j'adore. Surtout. Ça fait donc deux joueurs de qualité au poste qui pour moi auraient très bien fait l'affaire au premier tour à ce niveau-là. Et pourquoi pas même trade down pour les récupérer. Alors évidemment, pour trade down, faut une deuxième équipe et peut-être qu'ils ne l'ont pas trouvé. Peut-être aussi qu'ils étaient tout simplement amoureux du talent d'Ekbuka et qu'ils ne voulaient pas le laisser passer malgré le fait qu'il y ait du monde au poste de receveur. Mais pour moi, ouais, il y avait mieux à faire avec cette sélection. D'autant que l'effectif semble assez garni au poste de receveur. Alors, je vais rajouter un truc avec Jada Baron, ce qui est très intéressant, c'est que le seul micro-point faible de cette défense, c'est peut-être sa capacité à créer des turnovers. Et ce poste de free safety qui est quand même un peu en suspens, c'est le titulaire pour l'instant dans la hiérarchie, c'est Christian Izien. Ouais, c'est pas une référence. Tu peux mettre un Jada Baron qui a lancé cornerback, mais qui a joué safety et qui sait faire des turnovers, qui a vraiment cette appétence pour la balle dans les airs. Tu peux le mettre en free safety, ça me choque absolument pas. Et puis le développer en cornerback après et puis le faire bouger. Je pense que ça aurait été un excellent choix aussi pour cette défense des Bucks de prendre Jalen Barron. Ouais, ouais, ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. On va passer à la catégorie suivante, celle qui appelle un peu à nos talents de médium, le joueur qui aura le plus d'impact dès sa première saison en NFL. Parmi toutes les sélections des Bucks, lequel correspond à cette définition selon toi? Pour moi, c'est Jacob Parrish. Alors, on parle encore de cornerback. C'est l'épisode des corners. Mais Jacob Parrish, pour moi, ça peut être en tout cas la bonne surprise. En fait, dans cette classe de draft, on n'est pas sur un impact immédiat qui va être foufou, je pense. Hein. Comme on a dit, avec Buka, il est bouché. Morrison, faut qu'il revienne de blessure. T'as David Walker et Elijah Roberts, les deux joueurs en edge rusher. Il y a quand même des gens devant eux, même s'ils vont voir le terrain, j'en doute pas, mais ils n'auront pas un grand de snap. Et Tess Johnson, c'est déjà bouché pour Egbuka. Ça va peut-être être encore plus bouché pour lui, surtout avec son profil. Donc, il me reste Jacob Parrish.
Pourquoi Jacob Parrish? Parce que c'est un profil de nickelback, donc de cornerback qui va jouer dans le slot. Ils ont, en l'occurrence, les Buccaneers, ils ont actuellement Tyke Smith, qui est pas mauvais, mais qui peut se faire passer par Jacob Parrish, je l'imagine totalement. Parrish, on est sur un profil un peu plus réduit. C'est pas un cornerback impressionnant physiquement. Par contre, athlétiquement, c'est un monstre. Une agilité folle, une explosivité folle. Donc il peut prendre sa place rien que là-dessus parce qu'en un contre un et dans des systèmes presse homme à homme où c'est très difficile de suivre les receveurs dans le slot, eh ben lui il saura le faire ça. Et alors que Tyke Smith, je suis pas sûr qu'il puisse le faire. Voilà, c'est pour ça, je pense qu'il peut prendre naturellement la place de Nickelback dans le slot en défense et puis du coup avoir un impact année 1. Bah, décidément, on est vraiment sur la même longueur d'onde parce que c'était également mon choix. Juste un élément à ajouter, c'est que c'est une flèche. Il court très 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 vite. Alors sur 40 yards, il a fait 4,35 au combine, bon, ce qui est absolument très honorable. Mais c'est pas tant cette stat qui fait le plus ressortir sa vitesse, c'est sa vitesse de pointe. Qui est exceptionnelle. Alors là, on parle en miles par heure, 23,84. C'est absolument démentiel. C'est presque une vitesse de sprinter, quoi. Donc, c'est un joueur extrêmement rapide qui, effectivement, aura, alors, j'allais dire toutes les facilités du monde, c'est peut-être exagéré, mais en tout cas, pourra se servir de sa vitesse pour bien couvrir les joueurs dans le slot. Et moi, effectivement, j'ai pas trop de doutes sur le fait. Alors, déjà, Christian Ezien, on en a parlé rapidement. A priori, qui devrait jouer safety, mais qui était le backup au poste de nickel corner la saison passée. Je pense que Paris va le dépasser aisément. Et je pense même qu'il va donner du fil à retordre à Tyke Smith pour le poste de titulaire. Donc ouais, on est à peu Ouais. près d'accord là-dessus. Juste peut-être un mot sur Elijah Roberts. On en avait rapidement parlé, enfin rapidement, on en avait parlé lors du podcast sur les defensive linemen, les pass rushers. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. L'avoir récupéré au 5e tour, c'est vraiment génial. Alors effectivement, il y a du monde devant lui, mais je pense qu'il aura quelques snaps. Et avec ces quelques snaps face à des joueurs de ligne offensive un peu plus fatigués que ceux auxquels font face les titulaires, je pense qu'il aura largement l'occasion de se montrer également dès sa première saison. Ouais, et alors totalement un profil tout en puissance, je trouve, qui est jamais inintéressant. Et attention aussi à l'autre, David Walker. On dit beaucoup de bien de tous les choix, Tonio, mais attention à David Walker. On en avait parlé aussi tous les deux dans les Edge, je crois, il me semble. Ouais, Euh, tout à fait. donc qui vient d'une petite université, mais alors il a dominé, sacrément dominé. C'est impressionnant. Si comment, si son développement se passe bien, malgré qu'il soit sous-taillé quand même pour le poste, hein, il est un peu petit, pas des grands attributs physiques, on va dire, mais en tout cas, techniquement et même athlétiquement, ça passe quand même. Et moi, j'espère vraiment qu'il va y arriver, ce joueur. Ben, j'espère aussi. Et ben, on va terminer par la note globale que l'on attribue à cette draft des Tampa Bay Buccaneers. Ben, écoute, je vais commencer, Cyprien. Moi, je vais être assez positif. Je vais donner 7 sur 10 à cette draft qui, qualitativement, est franchement très intéressante. Des joueurs à des postes clés, notamment sur la ligne défensive avec David Walker et Elijah Roberts. Tess Johnson que j'aime beaucoup, c'est mon chouchou de cette QV des Bucks. Voilà, ma seule réserve, bah, c'est comme je l'ai dit, hein, j'aurais aimé peut-être qu'ils sélectionnent un corner avec leur premier choix et un receveur s'ils y tenaient vraiment avec leur choix du second tour, ou peut-être même un autre poste sur la défense. Et Buka, je trouve que c'est un peu un choix. Bon, voilà, c'est un choix qu'on fait quand on veut se faire plaisir un peu. Et je pense qu'il y avait autre chose à faire. Mais en dehors de ça, c'est vraiment une draft pour moi très intéressante. Donc je donne 7 sur 10. Ok, moi je vais monter juste à peine plus haut, je vais monter à 8. Le manque, enfin, le non-choix de Jalen Baron Baron ou Will Johnson me gêne probablement moins que toi au premier D'accord. tour. C'est quand même une attaque qui aime beaucoup distribuer le ballon à ses receveurs, beaucoup de jeux courts, de jeux dans le milieu du terrain, et avec Buka pour ça il va être fabuleux. Tu l'as dit, Chris Godwin, on est quand même sur un état de santé qui est brinque-ballant, on va dire, pour rester Mhm. gentil. Donc je comprends aussi qu'on puisse aller chercher des receveurs. Et puis pour tout le reste de ce que tu as dit en termes de qualité, on est quand même sur une draft, je trouve, excellente de mon point de vue. Voilà.
Comme j'ai déjà dit, pas de besoin clé, donc on pouvait se permettre de doubler sur les positions qui nous intéressent. J'ai juste à me mettre avec un petit café le soir pour regarder les Buccaneers le dimanche la saison prochaine et je serai très heureux. Allez, alors, on l'espère pour, écoute, pour ta pause café et pour tous les fans de Tampa. Et on va terminer cette pastille là-dessus. Merci de nous avoir écoutés. Évidemment, podcast à retrouver sur notre site internet touchdownactu.com. Sur les réseaux sociaux, c'est TD Actu partout, sauf sur Instagram, Touchdown Actu en entier. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle pastille parce qu'il reste encore pas mal d'équipes à analyser. À très très vite. Ciao, ciao. Businesses come in all shapes and sizes. Maybe you're a small business expanding into a new space, a mid-sized company planning for the future, or a large operation investing in the latest equipment. Whatever your needs, Atlantic Union Bank is here, providing easy access to knowledgeable bankers with local market insights and the right digital tools to keep your business moving forward. Because you deserve a relationship manager who cares. Call, visit us online, or stop by a branch today. Atlantic Union Bank. Any way you bank. Lowe's knows that no matter your paint or stain project, saving is at the top of your to-do list. Save now with buy one, get one half off select paints, stains, and primers from top brands like Valspar, HGTV Home by Sherwin-Williams, and Cabot via Visa gift card rebate. Find more Memorial Day deals now at Lowe's. We help, you save. Selection varies by location. While supplies last, discount taken at time of purchase. See sales associate for details. Offer valid 5/15 through 5/28.